quand j'ai passé le concours de l'internat, je l'ai loupé 3 fois. Alors que mes copains étaient reçus au premier et au deuxième concours, et moi j'ai loupé même au troisième. Euh, et quand j'étais en train de préparer mon quatrième concours, j'ai eu la chance d'être nommé major, parce que j'avais changé la forme théâtrale de la présentation des questions. Et j'avais décidé de faire de la cancérologie, parce que on voyait bien à l'époque que c'était la technologie médicale qui allait s'ouvrir, et malheureusement, c'est vrai. Et j'avais choisi des places, à l'époque on réservait les places d'internes plusieurs années d'avance. Alors j'ai été voir les grands patrons, dont Jean Bernard, et j'avais eu des places partout. Et puis quand je suis revenu de service militaire, c'était l'époque d'Algérie, je suis revenu, j'ai été interne en médecine. Et ça m'a ennuyé. J'ai trouvé que c'était pas assez actif, que c'était pas assez tonique, que c'était. Alors qu'entre-temps, j'avais vu la naissance de ma fille et j'avais été très sensible à l'émotion. Alors j'ai décidé de devenir accoucheur. Et j'ai été voir les différentes personnes, dont mon patron de médecine à l'époque, qui m'a dit, écoute, ce que tu fais là me paraît bizarre, je ne comprends pas, moi j'adore la médecine, mais si tu veux, peut-être que tu as raison. Je vais t'emmener voir mon copain, professeur d'obstétrique, Jacques Varango, et il fera quelque chose de toi. Alors ça, j'ai trouvé, ce personnage s'appelait René Wolfram et il avait une générosité, une capacité d'écouter un gamin là qui était chez lui et qui changeait d'idée. Qu'est-ce que c'est que cette façon? La plupart des gens m'auraient engueulé, d'ailleurs beaucoup m'ont engueulé. Et lui, il a été sensible à mon idée différente. Ensuite, Varango, alors là, c'était un grand personnage. Il était l'un des rares Français qui parlait l'anglais, qui avait chez lui des abonnements des revues anglaises, qui avait été faire sa thèse sur les tumeurs sécrétantes de l'ovaire à Berlin en 1936 pendant un an. Il était chez lui dans le monde international. C'était un extraordinaire exemple de médecin comme on a vu 20 ans après. Mais dans la fin des années 30 ou dans les années 40, il y en avait très peu. Bon, j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui. Et puis, un autre personnage que j'ai rencontré très tôt dans ma carrière et qui a eu une énorme importance, c'est Jean Bernard. J'étais externe dans le service de pédiatrie hématologique de Jean Bernard à l'hôpital Saint-Louis. Et je devais avoir 22 ans, 23 ans, et il accueillit les enfants leucémiques qui, à l'époque, mouraient comme des mouches en 2, 3, 4 semaines. Après l'hospitalisation, malheureusement, ils n'étaient plus là. Et un jour est arrivée une gamine de 14 ou 15 ans. J'ai beaucoup passé de temps auprès d'elle parce qu'elle m'a profondément touché en émotion. Je lui tenais la main, je lui racontais des blagues, je lui faisais raconter des histoires. Et puis un jour, elle est morte. Et le chef de clinique me dit le lendemain d'aller faire l'autopsie de cette jeune femme. Alors, je lui dis, je peux pas. Je suis devenu trop proche. C'est comme si j'étais un parent pour elle. Et ça m'est totalement impossible de faire une autopsie, d'agresser son corps. Ça m'est impossible. Alors le chef de clinique m'a engueulé, m'a tiré, m'a eu des paroles violentes. J'ai dit, bon, ben, je vais aller voir le patron. Alors on va frapper chez la secrétaire. Et il me dit, d'accord, demain je vous vois à 7 heures du matin. Parce que ça, c'était Jean Bernard. Il était présent à 7 heures du matin. Jean Bernard m'a entendu, m'a écouté, m'a dit, vous avez raison, si vous éprouvez ce sentiment, je vous donne raison. Personne ne peut vous obliger à faire une autopsie, mais sachez que désormais, pour la vie, vous êtes mon élève. Et quand j'ai eu la Légion d'honneur pour le succès de fécondation in vitro avec Amandine en 82, j'ai demandé à Jean Bernard de me remettre la première décoration. Et on a resté on est resté dans une relation de filiation formidable avec un vrai patron. Alors,
est-ce qu'on pouvait croire qu'un jour on arriverait à faire de la fécondation in vitro? Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit, ah oui, il peut aussi rentrer dans les personnages que j'ai rencontrés. J'ai rencontré un homme qui s'appelait Palmer. C'est un nom américain, mais c'est vraiment le français qui était chirurgien gynécologue à Paris et qui a fait plusieurs inventions dans sa vie. Il a inventé la courbe de température pour savoir si la femme avait ovulé, la montée de température au moment de l'ovulation. Et il a aussi été l'inventeur de l'outil technique de l'endoscope, qu'il appelait laparoscope ou endoscope ou célioscope. Et moi j'ai rencontré cet homme, j'étais interne dans un bon service de chirurgie, dans un service où on faisait de la chirurgie classique, de cancérologie gynécologique. Et puis dans un coin, je me suis rendu compte qu'il y avait un homme qui faisait quelque chose dans une toute petite salle d'opération et qui était suivi par 20 stagiaires qui venaient du monde entier. Il y avait des Américains, il y avait des Japonais, il y avait des Allemands, il y avait... Alors je me suis demandé qui c'était. C'était Palmer. Et la technique qu'il avait inventée, il était tout seul dans le monde à la faire à l'époque, et les gens venaient surpris d'admiration. Avec un instrument minuscule, il pouvait voir l'intérieur du ventre sans ouvrir la paroi, sans faire de cicatrices. Cet homme-là disait qu'un jour, on va savoir guérir des stérilités par une fécondation en dehors du ventre. Il dit, je ne sais pas si c'est moi qui arriverai ou quelqu'un qui arrivera en même temps que moi, mais il m'a dit, et il a dit quelque chose de très précis, si on n'a pas de laboratoire de recherche, on n'y arrivera pas. Alors, ce Palmer était président du Congrès mondial de stérilité parce qu'il était très apprécié par l'ensemble des compagnies scientifiques du monde entier, mais il n'a pas été même nommé chef de service de chirurgie à Paris, ni professeur, parce il avait entraîné une telle jalousie pour ses inventions qu'on est passé à côté de sa reconnaissance en France, mais pas, heureusement, dans le monde. Et moi, j'ai retenu plusieurs choses. Que la technologie peut avancer à toute allure dans les mains de très peu de gens, et que on peut avoir des idées complètement différentes de tout le monde et avoir raison. Et quand j'ai été nommé chef de service à Antoine Béclair en 71, j'ai dit je veux monter un laboratoire de recherche, moi aussi. Et heureusement, à l'époque, dans cet hôpital CHU, il y avait prévu sur plan, je ne sais pas si ça s'est fait beaucoup, je pense que ça s'est fait très rarement, mais en tout cas dans ce service, il y avait 70 mètres carrés consacrés au laboratoire de recherche. Alors j'ai dit, si c'est consacré, c'est donc qu'il faut faire de la recherche. Et sur quoi vous voulez faire de la recherche? J'ai dit, je vais faire de la recherche sur la fécondation. Et pourquoi là-dessus? Parce que je me suis dit que dans ce qu'on savait, je pensais que la prévention de la prématurité c'était gagné. La réalisation des accouchements en toute sécurité c'était gagné. On a démontré que c'était vrai d'ailleurs, qu'on a fait infiniment mieux qu'on n'a jamais fait. Mais qu'il y avait des problèmes insolubles, pour l'instant, insolus en tout cas, qu'étaient, on ne comprenait pas les malformations congénitales. Et l'hypothèse que j'ai placée, que je me suis donnée, c'est peut-être que la fabrication de l'ovule et la fécondation étaient des moments fragiles de la reproduction humaine et que pendant cette maturation des ovocytes et des spermatozoïdes, il y aurait des fragilités qu'on pourrait un jour corriger pour éviter les malformations. Alors, je peux vous dire d'ailleurs que personne n'a encore trouvé aujourd'hui, mais l'idée m'a permis de monter un laboratoire qui s'est appelé laboratoire de fécondation, et quand René Friedman et Jacques Testard qui travaillaient chez moi, René Friedman comme assistant et Testard comme responsable du laboratoire de biologie, eux ont entendu qu'en Angleterre on avait fait une fécondation in vitro en 78, on s'est dit, pourquoi pas nous?
Et René Friedman et Jacques Tessard ont pris le leadership de l'équipe pour faire la fécondation in vitro. Mais moi, j'avais préparé tout le matériel, toute la base intellectuelle, on savait tout ce qu'il fallait pour une raison complètement différente. Alors là, moi, je me suis conduit en universitaire, travailler des idées nouvelles, donner à ces équipes la possibilité de leur propre idée, de développer ce qui s'est passé, et on a vu qu'ils ont eu du succès. Et là encore, on n'aurait pas pu faire ça dans une grande clinique privée, même largement équipée. Si l'institution laisse le temps, et si l'institution promeut ces jeunes médecins, ces jeunes chercheurs en fonction des résultats des idées nouvelles qu'ils ont produites, c'est une formidable stimulation. Ça suffit. Mais il faut avoir le temps. Si on est occupé au travail, à faire tourner la boutique, et qu'on n'a pas le temps pour faire de la recherche, on ne peut pas la faire. Vous pensez que c'est le risque, là, par exemple, pour le CHU d'aujourd'hui, enfin l'avenir du CHU et éventuellement Ah ben menacé à si cause on de ça? n'ajoute pas de l'argent pour que les gens aient le temps, ça va tuer le CHU. Ça va devenir la clinique privée, la grosse clinique privée d'où sort rien en recherche. Ouais. Ou alors à prendre la version américaine où les hôpitaux privés sont devenus universitaires. Les grosses cliniques privées américaines sont devenues universitaires parce qu'ils ont bien compris que le modèle universitaire où la recherche était intégrée était la seule manière d'être en pointe de l'actualité technique. En France, quand on n'avait pas de mise en évidence de la valeur ajoutée de la science, par exemple, on a laissé traîner dans les tiroirs pendant des années la technique de célioscopie. Il a fallu que ce soit des industriels et des universitaires allemands qui en l'exploitent pour que la célioscopie soit utilisée dans le monde entier. Enfin, heureusement, il y a eu un CHU à Clermont-Ferrand qui a bien compris que c'était une technologie nouvelle qu'il fallait exploiter. Mais ce n'est pas les chirurgiens privés qui s'en servaient qui en ont fait la promotion. Mais les CHU n'ont pas osé dire jusqu'à présent que leur rôle d'invention et leur rôle de mesure de qualité et de mesure de réalité de leurs résultats est indispensable au fonctionnement de la médecine.